Entre la tenue des élections dans le délai constitutionnel et la reconquête des territoires occupés, quelle est la priorité en République démocratique du Congo? C'est la question qui divise les acteurs politiques de l'opposition et du pouvoir en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de ce mois de mars et de la semaine qui vient de commencer. Nous sommes lundi 2 mars 2026. Deux invités sont avec moi sur ce plateau pour décortiquer ce sujet principal de cette émission. Le tout premier est à ma droite, il est de l'opposition, président du parti politique Dynamique pour un Congo fort. Il est de la coalition Lamuka de Martin Fayulu Madidi. Le père Kubangila, bienvenue dans cette émission. Merci, cher journaliste. Je te salue aussi et merci de l'invitation. Je salue mon co-débatteur que je te laisse le primaire de le présenter. Très bien. Auprès de l'opinion, je dis bonjour aux cadres et militants de la Dynamique pour un Congo fort et surtout je souhaite bon mandat à tous les cadres et militants, les cadres que nous avons eu à nommer hier parce qu'on avait l'obligation de redynamiser notre parti. Partant des enjeux politiques de l'air, il faudrait mettre de bonnes personnes dans de bonnes places. Là déjà, il y a le secrétaire Louis Manouana, le docteur Louis qui a été nommé comme secrétaire général, Madame Pascaline Yenga, la première vice-présidente et tous les autres. Je vous dis, vous avez notre confiance. Merci beaucoup. Le poste dans un parti politique, ce n'est pas un honneur, mais plutôt une responsabilité. Donc, très bien. Je vous encourage de bien faire votre travail et surtout de faire rayonner notre parti partout. Et aussi, je salue le président Eli Martin Fayulu, là où il nous suit, et tous les cadres de la coalition Lamuka. Merci la coalition beaucoup. Sur laquelle plutôt la population congolaise attend un vrai changement. Merci beaucoup. Vous croisez sur ces plateaux le porte-parole du Front Anti-Dialogue. Il est cadre du parti politique Congo Positif dédié Dieudonné Nkishi. Héritier Koto, bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci pour l'invitation, très cher Hervé. Bonjour à mon co-débatteur, le père Kubangila. Vous l'avez présenté comme étant membre de la Mouka. Il est allié de Martin Fayulu. Ok, à la Mouka raté, bien qu'à la Mouka. Et en même temps, il est porte-parole de la SNEL. Une ambivalence identitaire qu'il n'a jamais assumée. Bon, peut-être qu'on aura un peu plus de détails. Peut-être qu'on aura un peu plus de détails sur cette ambivalence-là d'identité. Il n'est pas porte-parole de la SNEL. Porte-parole de la SNEL et puis de la Mouka. Il n'est pas porte-parole de la SNEL. On verra bien comment ça va se passer. Sinon, merci pour l'invitation et nous sommes là au service de la République. Actualité oblige, vous suivez depuis le week-end la guerre qui a éclaté finalement entre l'Iran, l'Israël, avec les États-Unis qui viennent en soutien d'Israël. J'ai suivi tour à tour quelques personnalités politiques à travers le monde qui se sont prononcées. J'ai suivi Macron qui craint, il a exprimé son inquiétude et sa crainte sur la montée en puissance de cette guerre, les conséquences néfastes que cette guerre peut avoir au niveau de l'Europe et à travers le monde. Est-ce que c'était opportun à ces jours de déclencher la guerre, alors que nous avons déjà beaucoup de problèmes à travers le monde? Bon, vous savez, en relations internationales, il y a un penseur qui a dit la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et aussi, tout était prévisible. En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on en arrive là. Et deuxième chose, on n'était pas surpris. Ce n'est pas une première guerre entre l'Iran et Israël. En fait, il y a comme une sorte de, moi je vais dire, une sorte de divergence de vue sur l'arme nucléaire. Il y a une thèse qui pense que l'arme nucléaire ne peut pas être détenue par tout le monde. Il y a des États qui sont considérés comme étant des États voyous. Vous voyez, c'est vrai que le concept État voyou est un concept forgé par les États-Unis. Déjà au départ, par Ronald Reagan qui a parlé de l'empire du mal quand il voulait désigner l'URSS, il qualifiait l'URSS d'empire du mal. Et puis Bush Junior est revenu avec le concept État voyou pour dire que ce sont des États qui enfreignent les règles des relations internationales. Alors pour certains, ils pensent que l'arme nucléaire doit être détenue par des États entre guillemets responsables et que
d'autres États, entre guillemets, voyous, ne peuvent pas avoir cette arme parce que depuis 1945, l'arme nucléaire n'est pas une arme de guerre. C'est devenu une arme de dissuasion. Alors, lorsque l'Iran voudrait à tout prix acquérir cette arme, il menace de rayer carrément Israël de la carte du monde. Alors, avec de telles menaces, lorsqu'on sait qu'il existe une alliance entre les États-Unis et Israël, je ne vois pas comment les Américains peuvent accepter que l'Iran détienne l'arme nucléaire, puisse développer. Et surtout qu'il y avait un processus de négociation entre l'Iran et les Américains sur la non-prolifération des armes nucléaires. Alors, l'Iran a séché la table de négociation, il a boycotté. Et puis, bon, on en arrive là. Mais il faut noter en conclusion que la guerre, c'est l'activité naturelle de chaque État. Donc, la guerre est aux États, c'est que la maladie est au corps humain. Voilà. Est-ce que les conséquences de cette guerre peuvent-elles frapper le monde entier? Oui, il y a des conséquences, et il y en aura sûrement. Des conséquences géopolitiques du fait de ces affrontements. Le risque d'abord de régionalisation de la guerre est immédiat. Ce risque est très immédiat parce que déjà, dans les services secrets, les services de sécurité de renseignement américains, tous ces scénarios étaient prévisibles. Du fait que l'Iran n'a pas cette capacité d'atteindre directement le territoire américain, il fallait donc s'attaquer aux bases américaines disséminées dans le Moyen-Orient. Malheureusement, c'est ça le risque. Et ça s'est fait maintenant. C'est ce qui s'est fait maintenant en termes de représailles, parce que l'Iran n'a pas cette capacité d'atteindre le territoire américain. Voilà pourquoi il s'en prend aux bases américaines disséminées sur tout le Moyen-Orient. Hélas, on en est arrivé là, mais bon, espérons que les uns et les autres vont revenir sur la négociation et qu'on va tourner la page. Voilà. Le guide suprême est tué, la situation a pratiquement dégénéré. Faudrait-il craindre la régionalisation de la guerre, mais aussi ses conséquences au-delà du Moyen-Orient, au-delà de l'Europe? Merci. D'abord, je vais recadrer quelque chose qu'a dit mon co-débatteur Héritier. Héritier doit comprendre une chose. Vous savez, si aujourd'hui notre pays peine à décoller parce qu'on a politisé même l'administration publique de l'État, je ne vois aucun mal aujourd'hui si le père Koubangila, un Congolais de souche, peut devenir le porte-parole de la SNEL, qui est une entreprise publique de l'État. L'article 13 de la Constitution est clair à ce sujet. L'article 13 dit les entreprises publiques de l'État sont apolitiques. Alors, moi, étant que Congolais, j'ai la capacité, si aujourd'hui, et que je travaille à la SNEL, où est le péché? Si aujourd'hui... Vous travaillez à la SNEL? Non, j'ai dit ceci. Non, c'est à lui de brandir les preuves. Parce qu'il m'a taxé de porte-parole. Pourquoi? Pour le simple fait que parfois je reconnais le prouesse, le bienfait du professeur Teddy Lwamba, aussi de M. Zéphéré Gazadi, qui est le directeur provincial de la SNEL ville de Kinshasa. Mais où est le problème? Dites à Zéphéré, dites à Teddy Lwamba qu'on n'a pas de courant. Nous travaillons sous générateur électrique. Non, mais en fait, c'est une préoccupation. Je vous ai dit tantôt que Gombe était en train de subir une réforme profonde en matière énergétique. Pourquoi? Parce que depuis l'époque coloniale, il y avait des câbles, des câbles qui étaient vraiment dans un état de délabrement. Avec l'arrivée du directeur général, le professeur Teddy Lwamba, on avait levé l'option de pouvoir changer tous les câbles. Et aussi le cabine qui était hors service, qu'on réforme ces cabines pour que les cabines soient en service. Mais où est le problème? Je pense dans les tout prochains jours, la commune de la Gombe ne va plus parler de l'estage ou soit demande de l'électricité. Et là, moi j'encourage le directeur Teddy Lwamba ainsi que le directeur Zéphéré Gazadi. Je vais maintenant à ta question, l'Iran. Cher frère, j'ai entendu ce que mon co-débatteur a dit sur l'État voyou. En réalité, un État voyou, c'est les États-Unis d'Amérique. Comment ça? Les États-Unis d'Amérique est en train de piétiner même les souverainetés d'autres États. Les gens doivent comprendre que oui, il est vrai, il y a des conventions, mais tout État a l'autonomie de sa gestion. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous partez capturer un chef de l'État. En fonction.
vous l'emprisonnez chez vous, et vous vous réveillez un bon matin, vous décidez plutôt d'attaquer un autre État souverain jusqu'à assassiner son président. Non, ça c'est inacceptable. C'est que j'aime parce que l'Iran ne se comporte pas en République démocratique du Congo comme fait Tshisekedi. Comment ça? Où Kagame peut envoyer ses drones à l'aéroport de Kisangani, ici à Kinshasa, silence radio, où Kagame peut nous insulter. On ne réplique pas, non. Moi personnellement, j'encourage les Iraniens, je suis derrière eux et je demande aux Iraniens d'aller jusqu'au bout. Parce que chacun doit respecter sa parcelle du pouvoir. Chacun doit respecter son État. L'intégrité territoriale d'un État ne peut pas être violée sous prétexte, je ne sais pas moi, d'une grande puissance. Non. Nous tous, nous n'avons qu'un seul Dieu qui est Dieu le Père. Mais ici sur la terre, chacun doit respecter ses responsabilités. L'arme nucléaire représente une menace pour certains États et il faut empêcher que les États présentés comme voyous puissent en détenir. Vous savez que détenir une arme nucléaire, d'abord, cela va aussi, parce que ceux qui ont des armes nucléaires se font respecter. Je ne vois aucun mal aujourd'hui, parce que l'Iran a toutes les capacités possibles d'en avoir. Mais pourquoi l'empêcher? Telle que la République démocratique du Congo, toutes les matières avec lesquelles on fabrique des armes nucléaires, nous en avons ici. Si on avait un président capable, mais on aurait dû voir des armes nucléaires. Et je ne vois pas le petit Kagame se lever devant nous. Vous comprenez? L'Iran, parce que d'abord, l'Iran n'est pas un pays américain. Il n'est pas sous américain, moins encore européen. Il est dans un autre continent. Alors pourquoi empêcher un pays qui n'est pas de votre continent de ne pas détenir des armes nucléaires? Ça n'a pas de sens. Merci. Ça n'a pas sa raison d'être. Et d'ailleurs, moi, je demande à l'Iran, s'il faut même utiliser des armes nucléaires, il faut le faire. Mais fort malheureusement, vous savez, ici chez nous, au Congo, avec la guerre russo-ukrainienne, lorsqu'il y a eu flambée de prix, tout le monde s'était dit, non, voilà la guerre en Ukraine. Je crains fort que Tshisekedi justifie aussi son échec par la guerre israélo-américaine et ukrainienne. Merci. C'est ce que moi Merci beaucoup. Ne faites pas du méli-mélo. Non, mais c'est ça la vérité. Merci beaucoup. Allez, finalement, ils nous diront, non, voilà. Mais il y a une chose. Vous savez, à cette époque, à cette période ici, Trump sera beaucoup plus focalisé au Moyen-Orient. Maintenant, moi, je demande à M. Tshisekedi d'être prudent. Il est temps pour que le dialogue national inclusif soit convoqué. Enfin, parce que ici, Kagame peut en profiter pour dire, non, voilà, comme Trump est distrait, je peux avancer facilement avec les M23 et on peut être surpris. Alors, il est temps pour que le dialogue soit convoqué, amener tout le monde à la table de négociation, afin de prendre notre pays de la balkanisation. Merci. On revient dans la thématique principale de l'émission. Je suis à vous, héritier Ekoto. La RDC est agressée, nos territoires sont occupés par des forces négatives. Les années passent, les jours passent, lentement mais sûrement, on s'approche vers 2028. Et pour certains opposants, il faut coûte que coûte avoir les élections dans le délai constitutionnel, même si Goma, Bukavu et tous les autres territoires ne vont pas voter. Ils évoquent une jurisprudence, je crois celle de 2018, où nous sommes allés aux élections sans que les compatriotes de Beni, de Butembo et de Yumbi, puissent y participer. Alors, à ce jour, quelle est la priorité en RDC entre la reconquête des territoires occupés et la tenue des élections ou même des projections pour les élections à venir? Merci pour la question, M. Hervé. Je voudrais revenir sur le propos de mon co-débatteur. Je l'ai suivi citer l'article 13 de la Constitution. Il a dit que l'article 13 de la Constitution dit ceci: les entreprises publiques de l'État sont apolitiques. Pendant qu'il parlait, j'avais vérifié le contenu de l'article 16. L'article 13, ça dit autre chose. J'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre qu'il faisait allusion peut-être à l'article 13 de la Constitution iranienne ou pakistanaise. Mais c'est moi congolaise de la Constitution. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques. De son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est pas ça les fonctions publiques?
Lui, il a parlé de l'apolitisme des entreprises publiques. Ce n'est pas ça. Non, on a dit aucun Congolais. Non, aucun peut faire l'objet d'une discrimination pour accès. Non. Vous ne travaillez pas la SNEL. Oh là là, non. Vous n'êtes pas engagé à la Laisse-moi SNEL. appeler les porte-parole de la SNEL. Allez-y. Bien. Alors, c'était quoi la question? La priorité entre la tenue des élections dans le délai et la reconquête des territoires occupés. Bien, c'est un débat prématuré. Et c'est un débat Pourtant, c'est un débat qui est déjà lancé. En fait, c'est l'histoire qui se répète, quoi. On reprend les mêmes choses et puis on recommence, quoi. Il reste logiquement 2 ans pour les élections. 2 ans ou 2 ans et demi, je ne sais pas trop. Et c'est le moment que les opposants choisissent pour pourrir le débat politique. Et en réalité, si vous vérifiez bien... Il faut rappeler ici, ce n'est pas l'opposition qui a lancé ces débats. Ce sont les ténors de l'Union sacrée, quelques journalistes également qui pensent qu'il n'est pas opportun de parler élections du moment où nos territoires sont occupés. Aller aux élections, Sangoma, Bukavu et d'autres territoires, c'est consacrer ou plutôt cautionner la balkanisation. Entre la survie de l'État et les élections, qu'est-ce qui prime? Entre l'intégrité territoriale et les élections, qu'est-ce qui prime? Vous savez que l'Ukraine est en guerre contre la Russie. Mais on n'a jamais entendu les opposants ukrainiens monter sur tous les toits, crier, exiger le dialogue, chercher des postes. Voilà, on n'a jamais entendu ça. Mais c'est une opposition made in DRC, où vous voyez des hommes comme le père Kubangila organiser même de veillées de prière pour qu'il y ait dialogue, afin d'avoir part au gâteau. Parce que le Congo a cessé d'être, depuis San City, le Congo a cessé d'être la res publica pour être la res privata. Donc c'est un bien privé au service des politiciens qui se le partagent à leur guise. C'est ça. Mais s'il vous plaît, le Congo est en guerre. Et la guerre, dans la vie d'un État, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de la question iranienne, c'est la situation la plus grave, sinon la plus gravissime. À l'heure actuelle, les drapeaux seraient d'ailleurs en berne. À l'heure actuelle, la préoccupation majeure de tout Congolais authentique, je souligne bien l'épithète authentique, parce qu'on a des Congolais à loyauté douteuse. Hein. Il y en a qui, le jour, ils sont Congolais, mais la nuit, ils ont d'autres nationalités, ou parfois, ils sont même apatrides. Voyez-vous, tout Congolais authentique, à l'heure actuelle, serait préoccupé par une seule chose, la libération totale des territoires sous occupation rwandaise. C'est ça la priorité. Le reste, la République est organisée sur base de la Constitution. La Constitution va s'en occuper. C'est tout. C'est un débat à l'heure actuelle, à mon avis, un débat qui est prématuré. Et ce sont les demandeurs du dialogue, tels que le père Kubangila, qui alimentent ce débat pour pourrir la situation politique, au lieu de condamner le Rwanda. Ils ne condamnent pas. Vous verrez qu'à chaque prise de parole, monsieur le père Kubangila est, comment je vais dire, ça change quoi? Ça change quoi ces différentes condamnations? Qu'est-ce qui change? Ça change quoi sur le terrain? Vous savez, l'article 63 de la Constitution, moi je parle de l'article 63 de la Constitution congolaise, pas comme lui a parlé de la Constitution iranienne ou pakistanaise. Parce que l'article 13 qu'il a cité ne fait pas allusion à l'apolitisme de l'entreprise publique. L'article 63 de la Constitution, disais-je, fait de la défense de la patrie une obligation pour tous les citoyens. Et ici, le distinguo qu'il faut faire, que les opposants n'ont jamais compris, que la guerre qui est faite est une guerre faite à la République, pas au régime. Parce que le régime est conjoncturel, mais la République est toujours là. On dit guerre d'agression. L'agression n'est pas dirigée contre un régime politique qui est conjoncturel. L'agression est dirigée contre la République, contre la patrie, contre l'État congolais. À partir de ce moment, tous les citoyens, de quelque bord que ce soit, doivent se lever pour défendre la patrie. Point. Et non chercher des gymnastiques pour obtenir un dialogue en vue d'avoir droit au gâteau, patati patata. Non, ça n'a rien à voir. Donc vous considérez ce débat sur la tenue des élections dans les délais et la reconquête des territoires occupés comme un préalable ou un prétexte pour justifier la tenue d'une table ronde? J'ai dit jusque-là, ce débat est prématuré.
jusqu'ici les pouvoirs publics, ceux qui ont reçu le mandat du peuple souverain. Parce qu'en fait, tout se fait dans ce pays comme s'il n'y a pas un souverain primaire. Mais l'article 5 de la Constitution de notre pays consacre la souveraineté au peuple. Mais comment nos amis de l'opposition, représentés ici par le père Kubangila, ont cette vilaine habitude d'escamoter la volonté populaire en exigeant, en promouvant des initiatives qui en réalité n'en sont pas une. Au Congo, il existe quand même un souverain primaire. Et chaque fois qu'on veut prendre des initiatives de grande envergure, pourquoi ne pas avoir le réflexe de le consulter, de lui poser la question? Pourquoi doit-on à chaque fois escamoter la volonté populaire pour se faire une place sous le soleil? C'est ça la question. Le Congo est agressé. La priorité à l'heure actuelle, c'est de recouvrer l'intégrité territoriale, c'est de bouter l'ennemi dehors. Les autres questions seront prises en charge par ceux qui ont le mandat du peuple. Très bien. Parce que le mandat que le peuple a conféré, c'est de répondre à toutes les questions pendant 5 ans. Merci C'est beaucoup. Allez, le père Kubangila, le débat est déjà lancé. Je vois les états-majors des partis politiques entrer déjà dans la danse. J'ai suivi des journalistes, des acteurs politiques de l'Union sacrée, d'un côté qui pensent clairement qu'il n'est pas question de penser aux élections, de parler élections du moment où nos territoires sont encore sous contrôle des forces négatives. Et de l'autre côté, vous de l'opposition, vous estimez qu'on doit coûte que coûte respecter le délai constitutionnel. Alors, dans tout ça, où est-ce que vous mettez le pays? Doit-on partir aux élections sans les territoires occupés et puis reparler plus tard d'un problème de légitimité, où vous pensez qu'il est plus que temps de trouver la solution une fois pour toutes à ces sujets? Merci beaucoup, très cher Hervé. J'aime ton intelligence et surtout cette souplesse lorsque vous posez les questions. Merci beaucoup. J'ai entendu les représentants d'Augustin Kabouya sur ce plateau, parfois balbitier, mais Il n'est pas représentant d'Augustin Kabouya. Bon, Kabouya est le membre du président de l'Union sacrée, la famille politique dont il fait partir. Alors, il ne va pas renier la responsabilité de Kabouya sur sa personne. D'abord, j'ai entendu mon frère dire entre le service de l'État et les élections, qu'est-ce qui prime? Après, il dit ce débat est prématuré, mais finalement, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Chers frères, si vous prenez la Constitution dans son article, je pense 76, là où le président prête serment, est-ce que vous pouvez lire? Donnez-moi la Constitution. L'article. Là où on parle là où le président prête serment, c'est pas Article 74, je pense. Ouais. Voilà. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. De maintenir quoi? De maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Voilà. On peut s'arrêter là? On peut s'arrêter là. Chers frères, lorsque le président de la République entre en fonction, il prête serment, il jure pour maintenir l'intégrité territoriale. Et si aujourd'hui, l'intégrité territoriale est violée, cela revient de la responsabilité de qui? N'est-ce pas de celui qui a juré de la protéger? Parce que vous avez failli à votre mission, mais vous voulez maintenant nous faire porter le chapeau? Non. Mais c'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a prêté serment pour protéger l'intégrité territoriale. Et la Constitution dit, le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Dès lors que vous faillissez à votre mission, le choix est clair. Vous n'avez que... excusez, vous n'avez qu'à applier bagage et de partir. Vous ne pouvez pas ici conditionner les élections à une agression voulue chercher par vous-même. Comment ça? Chers frères,
Nous avons entendu... Quel est ce président qui peut se réveiller un bon matin pour aller chercher une agression? Tshisekedi. Voilà. Mais j'ai répondu à ta question. Donc, monsieur, comment il s'appelle, Bisselele, nous avait dit que Tshisekedi est allé chercher les cahiers d'adresse auprès de Paul Kagame. Alors, Tshisekedi nous avait dit qu'ils avaient signé les accords commerciaux. Est-ce que mon frère héritier peut nous dire le contenu de ce que Tshisekedi avait signé avec Paul Kagame? Jusqu'à aujourd'hui, aucun Congolais n'en sait quelque chose là-dessus. Et aujourd'hui, encore, Tshisekedi est allé signer des accords nocturnes avec Kabila à Kingakati pour accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient signé tourne en vinaigre. En quoi cela peut prendre en otage la République? J'ai entendu héritier dire ici l'article 5 de la Constitution. Ah, ça germe. Je savais que tout membre de l'Union sacrée que je peux rencontrer sur la télévision va commencer par là. Chers frères, lisez l'article 5 de la Constitution. Donnez-moi la Constitution. Aujourd'hui, je pense que je mettrai fin à ce débat et mes amis n'utiliseront plus abusivement cet article. Article 5 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Très bien. Tu t'arrêtes là. Prends l'article 218. Article 218. Il faut enseigner parce que les gens viennent avec les pensées de Kabouya. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Tu peux t'arrêter là, cher frère. Lorsque nos amis de l'Union sacrée utilisent abusivement l'article 5 de la Constitution. D'abord, l'article 5 parle de suffrage. Lorsque le peuple vote, ils choisissent ses élus qui doivent le représenter. On suppose que ces peuples dirigent de manière indirecte le pays parce qu'ils ont choisi leurs dirigeants. Mais s'il faut aller dans l'initiative, mais c'est l'article 118 de la Constitution. S'il faut que le peuple prenne l'initiative de quelque chose, ce n'est pas le peuple qui se lève un bon matin, ouf, on veut ça. Non. Non mais attendez il doit y avoir... Nous sommes dans ce pays où en 2016, les gouvernements alertent sur l'absence de moyens financiers pour organiser les élections. En aucun moment, les acteurs politiques ont fait recours au souverain primaire pour lui demander son avis. Vous êtes réunis entre vous. Malheureusement, non, tu n'as pas compris. Tu m'as pas compris. Moi, je dis ceci. Je réplique par rapport à ce que Héritier a dit. Héritier dit, l'on devait interroger le peuple. Vous comprenez? Donc, quant à eux, ils doivent interroger le peuple. Mais je pense que moi, je reste procéduré. La seule procédure que la Constitution donne au peuple, s'il faut réclamer quelque chose, c'est par la voie d'une pétition. Vous comprenez? Et là, la pétition parle de la révision constitutionnelle. Mais je ne sais pas moi. Et ils vont consulter le peuple par quel moyen. Et en fait, ils tirent ses droits où? De dire que, voilà, comme nous voulons le référendum, comme nous voulons, je ne sais pas moi, quoi que ce soit, ou soit la longévité du direct au pouvoir, on doit consulter le peuple. Qui te donne un article de la Constitution qui donne aux acteurs les moyens, ou soit le pouvoir de consulter le peuple pour le référendum. Qui te donne un article de la Constitution? Parce que lorsqu'il cite le peuple, moi je dis que le peuple n'agit que par les pétitions. Et cette pétition parle de la révision. Maintenant, eux, lorsqu'ils utilisent l'article 5, le peuple a déjà voté ses dirigeants. Comme si c'est quelqu'un qui est incapable aujourd'hui de respecter même son serment. Où il a promis de poser l'intégrité territoriale. Merci maintenant, beaucoup. Vous avez échoué. Vous n'êtes pas à mesure de proposer l'intégrité territoriale. Mais vous voulez rester longtemps au pouvoir pour faire quoi? C'est pourquoi nous avons dit ceci. Comme il y a la guerre, tous les acteurs dans cette guerre sont favorables au dialogue. Alors, partout dans le monde,
il y a ce qu'on appelle des conventions. Merci beaucoup. Les conventions, ce sont les acteurs qui se mettent ensemble autour d'une table, dire quoi, voilà, comme nous sommes dans une situation délicate, voilà ce que nous devons faire. Nous sommes dit ceci. 2028 approche. Il y a des élections qui doivent avoir lieu. Comme il y a la guerre, mettons-nous autour d'une table, nous tous avec ceux qui détiennent les armes, pour discuter, afin qu'en 2028 qu'il y ait élection. Merci mais dès lors que ceux qui détiennent le pouvoir ne veulent pas dialoguer, c'est-à-dire en 2028, soit ça sera une démission ou soit une révolution populaire, afin de leur chasser au pouvoir parce qu'ils ont montré ses limites. Merci beaucoup le père Koubangila, héritier Koto, à entendre les discours développés par l'opposant, le père Koubangila. L'opposition est consciente du danger qui guette sur le pays, mais en même temps, elle se rapproche du pouvoir en place pour proposer des solutions, pour trouver des voies et moyens, afin de baliser le chemin pour qu'en 2028, les élections puissent se tenir dans le délai. Et pourquoi vous considérez cela comme un danger ou comme un comportement qui frise le non-patriotisme? J'ai suivi mon co-débatteur, c'est perdre dans tous les sens. Et je note malheureusement qu'il n'y a pas de contenu dans tout ce qu'il a dit. Pas de contenu. Réaction à chaud. Mais il est en conflit concomitamment avec l'histoire et la Constitution. Je le démontre. En conflit avec l'histoire. Il colle l'agression de la République à l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Et les agressions précédentes, qui en était l'auteur? Il est en conflit avec l'histoire. Et même son maître à penser, le satrape de Kigali, Paul Kagame, a dit devant le monde entier que cette guerre n'a pas commencé avec le président Tshisekedi. C'était bien avant le président Tshisekedi. Ça veut dire qu'il a une connaissance, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est une connaissance superficielle des enjeux de la guerre de l'Est. Je lui recommande vivement de lire l'ouvrage de Charles Orana pour comprendre les enjeux géopolitiques de la guerre qui nous est faite. Deuxième chose, mais il est en conflit avec la Constitution. Je ne veux même pas faire allusion aux articles qu'il cite, comme ça, à tout bout de champ. Il a fait allusion à l'article 13, mais dont le contenu contredit totalement ce qu'il a dit. Vous revenez encore sur ça. Il a contredit totalement ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il faisait allusion à l'article 13 de la Constitution du Yémen, ou de la Constitution burundaise, ou de la Constitution rwandaise. Autre chose. Quand il dit les acteurs politiques doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir sur comment trouver solution face à la guerre. Mais ça, c'est une affirmation gravissime. Je le dis et je le répète, le Congo est victime d'une agression et c'est l'agression rwandaise. Est-ce qu'il faut faire l'économie des mots pour comprendre ce qui se passe? Et quand il dit qu'il faut faire le dialogue pour mettre fin à la guerre, ça veut dire que lui et son groupe sont en train de dédouaner Paul Kagame. Parce que le monde entier, les Nations Unies en premier, ont condamné sans embâche Paul Kagame pour son agression au Congo. Mais voici que des acteurs politiques congolais, entre guillemets, disent publiquement que pour mettre fin à la guerre, il faut organiser un dialogue. Mon Dieu, mais c'est quelle logique? Mais malheureusement, il ne démontre pas de quelle manière va-t-on mettre fin à la guerre par l'organisation d'un dialogue. Il est très nostalgique. Je comprends que c'est quelqu'un qui est pressé à accéder au pouvoir, mais je lui conseille une fois, je lui conseille d'attendre. Il est pressé d'accéder au pouvoir. Il est pressé d'accéder au pouvoir. Je lui conseille de rester calme, de préparer chaque fois qu'il vient sur ces plateaux. Il salue ses bases. Je ne sais pas si elles existent réellement ou ce sont de bases virtuelles, mais qu'il consolide ses bases pour que ce jour-là, lorsqu'il y aura joute électorale, il soit propulsé. Voilà pourquoi il insiste sur la tenue d'une table ronde susceptible de permettre à la classe politique de proposer des idées qui permettront à la RDC de mettre fin à l'insécurité et à tous les problèmes qui rongent encore le pays. Monsieur Hervé, notre co-débatteur ne comprend pas les enjeux de la guerre. Il ne comprend pas les enjeux géopolitiques. Le Congo n'a pas commencé à être agressé aujourd'hui. Ça fait près de 30 ans que le Rwanda continue son aventure meurtrière au Congo. Ça fait près de 30 ans. Ça fait près de 30 ans que le Rwanda a réussi un coup formidable. Ce coup, c'est celui d'exporter la guerre.
sur le sol congolais. Et pendant ce temps, sur le sol rwandais, c'est une oasis de paix. Les nations, ça veut dire que lui et son groupe sont contre la communauté internationale, sont contre le monde entier qui condamne l'agression rwandaise. Et puis, il dit, il faut une initiative politique de dialogue et de discussion. Mais en réalité, c'est une apologie à faire un coup d'État en douceur. Ça veut dire, oui, c'est un discours très dangereux et c'est un discours, j'allais dire, démocraticide, qui tue la démocratie. Dans un pays sérieux, comme le Congo, dans un pays normal, qui est dirigé sur base de la Constitution et des lois, voici qu'un opposant arrive sur le plateau, il fait une proposition contre l'égame et anticonstitutionnelle. Il dit, nous devons nous réunir, partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle des conventions, on se met autour d'une table, on trouve un consensus, et puis on dirige la République. La République n'est pas dirigée par des consensus. Et ça, c'est l'esprit de Sun City. Ça, c'est l'esprit de Sun City. L'esprit de Sun City, c'est l'esprit de conciliabule. Les acteurs politiques doivent tenir la Constitution en haleine. Les acteurs politiques doivent faire du Congo leur propriété privée. Et chaque fois qu'ils se réveillent un matin, ils proposent des initiatives qui vont même contraire à la Constitution. Donc j'invite mon co-débatteur à revenir sur le bon sentiment, à considérer que les Congolais sont allés aux urnes et qu'ils ont conféré leur mandat à une catégorie de personnes, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord avec ces personnes, qu'ils soient un peu patients, qu'ils ne soient pas pressés, qu'ils soient patients, qu'ils travaillent ses bases. Le moment venu, lorsqu'il y aura élection, il sera propulsé. Voilà. Vous êtes contre le dialogue, mais en même temps, vous ne dites pas aux Congolais, aux téléspectateurs qui nous regardent, comment respecter le délai constitutionnel, parce que la Constitution, en tout cas, je pense, il y a un vide juridique sur la manière que doivent s'organiser les élections pendant la période de guerre. En 2016, 2017, 2018, une pression terrible a été exercée sur Kabila jusqu'à organiser les élections sans quelques territoires qui faisaient face à l'insécurité. Est-ce que nous devons reproduire la même recette ou vous estimez qu'il y a quand même une voie de sortie? Si il y en a, c'est laquelle? Monsieur Hervé, je rappelle que nous ne sommes pas encore en 2028. Nous sommes en 2026. Premier rappel. Deuxième rappel. En 2023, le peuple a conféré le mandat à une catégorie de personnes pendant 5 ans. Ce sont ces personnes qui nous dirigent. Votre famille politique. 5 ans. Tout à fait. Voyez. Troisième chose, toute initiative anticonstitutionnelle doit être rejetée par des Congolais authentiques et respectueux de la Constitution. Quatrième chose, je prodigue un conseil à nos compatriotes d'opposition de ne pas être pressés. Je comprends qu'ils veulent à tout prix accéder au pouvoir, mais qu'ils attendent. Le pouvoir vient du peuple, qu'ils mobilisent, qu'ils affûtent leurs armes pour que le moment venu, le peuple puisse les propulser à différents degrés de responsabilité. Merci. Pendant ce temps, ce débat est prématuré, superfétatoire, il ne contribue pas à l'évolution du Congo. L'enjeu, les élections n'ont jamais été la finalité. La finalité pour un peuple, c'est le développement. La finalité, c'est la grandeur du Congo. La finalité, ce ne sont pas les élections. Je rappelle que depuis 2006, nous avons toujours eu des élections. C'est sur ce plateau que j'ai dénoncé l'usage abusif des épithètes. Allez sur le fronton de la CENI, on vous dira, le Congo, la CENI pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais en 2006, qu'est-ce qui s'est passé? Publication des résultats dans un char de combat. 2011, bis repetita, un candidat s'est autoproclamé, il a prêté serment chez lui à la maison. En même temps, le président de la CENI, censé assurer la neutralité, a dit ouvertement, vous n'avez pas entendu ça? Donc, on comprend au fil du temps que toutes ces épithètes ne veulent rien dire. En réalité, c'est une redondance injustifiée. Merci beaucoup. Allez, les pères Koubangila, l'Ukraine fait aussi face à une agression. Les opposants ukrainiens n'exigent ni dialogue, ni élection dans le délai. Tout ce que les Ukrainiens cherchent à ce jour, c'est la reconquête des territoires occupés, c'est la paix durable. Pourquoi l'opposition congolaise ne peut pas s'inspirer aussi du modèle ukrainien et dire, bon, le pays est agressé, oublions un peu les élections, récupérons d'abord les territoires occupés? Chers journalistes, j'ai compris maintenant l'inefficacité argumentaire de ton invité ce matin, parce qu'il s'est perdu des radars. Finalement, il est allé chuter sur l'article 13, où on avait déjà
outrepassé il y a longtemps. Parce que finalement, lorsqu'il a trouvé que leur débat d'article 5, peuple et consort, face à un outil, les pères Koubalia, les défenseurs du peuple, ne pouvait plus passer et finalement, il est allé dans des brouillards. Chers frères, lorsque d'abord qu'il dit que moi je suis en conflit avec l'histoire, est-ce que ton invité peut dire aux Congolais que de l'arrivée de M. Tshilombo au pouvoir, avait-il à trouver l'agression ou soit les territoires occupés? Il dit aux Congolais, de son arrivée, d'ailleurs je vais te rappeler une chose, lorsqu'à Beni territoire, il n'y a pas eu élection en 2018 pour le compte du président de la République et des députés, ce n'était pas pour l'agression, mais il y avait Ebola à l'époque. C'était parce qu'il y avait une maladie. C'est comme ça qu'on avait reporté et le 20 janvier, ces inscripteurs ont eu lieu. Ce n'était pas la guerre. Parce qu'à Goma, il y a eu élection. Seulement à Beni territoire, ils comprenaient que la circonscription était totalement acquise à l'opposition. Et comme il y avait Ebola à l'époque, c'est comme ça qu'on avait ramené les élections le 20 janvier 2019. Il n'y a pas eu guerre. Donc vous considérez cette jurisprudence valable? Non, mais je vous dis, c'est valable. Parce que je te dis ceci, cette jurisprudence n'était pas liée à l'agression, moins encore à la guerre, mais plutôt à une épidémie. À Yumbi, il y avait insécurité. À Yumbi, il y avait des conflits communautaires. Ce n'était pas une agression. Qui doit mettre fin à un conflit communautaire? Et tu peux me dire une armée étrangère qui était à Yumbi? Mes chers frères, mais c'est pareil avec le conflit actuel entre le Teke et le Humbu, où les pouvoirs étaient incapables de pouvoir remettre la paix afin que les élections aient lieu. C'est déjà réglé. Non, c'est pas encore réglé. Chers frères, n'avez-vous pas suivi écoutez, nous dit que le problème est réglé à 90%. S'il te plaît, j'encourage le courage de M. Eliezer Tambwe. Et ici, bon, malheureusement, je condamne l'acte qu'a posé un Chinois, je pense à Lubumbashi, qui a voulu cracher sur le ministre de notre pays, bien que le général Edi Kapeng l'a remis à l'ordre à un certain moment. Je ne pense pas qu'un Congolais en Chine le fera devant un ministre chinois. Donc, je salue le courage de M. Eliezer Tambwe, mais à lui seul, ça ne suffit pas. Il faudrait que le ministre de la Défense puisse s'impliquer dans ces dossiers. Chers frères, ici, en fait, soit... Vous comprenez, quand ton invité est en difficulté et dans l'inefficacité de parler à la Constitution, il commence à aller dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Je t'ai parlé ici du président de serment du président de la République. Tout régime, lorsqu'il arrive au pouvoir, il y a des objectifs précis. Et il y a un programme. C'est quoi les objectifs? Je vous donne un exemple d'un président nigérien dont le nom m'échappe. Pendant la campagne électorale, il dit, votez-moi, aussitôt arrivé au pouvoir, je mettrai fin à Boko Haram. Je ne sais pas si tu te rappelles. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, 3 mois, 6 mois après, il n'y a pas eu une neutralisation de Boko Haram. Et les 5 ans à venir, les Nigériens ont dit non, on ne peut plus te faire confiance parce que tu n'as pas tenu à ta parole. Mais ici, Tshisekedi a trouvé notre territoire intact. Il est arrivé jusqu'à inviter l'agresseur ici au Congo, Kagame. Son allié naturel avec qui ils ont signé les accords. Et aujourd'hui, est-ce que c'est les propos de Kagame qui a de l'impact sur le gouvernement congolais? Bien, c'est la réaction du gouvernement congolais qui doit changer les choses sur le terrain. Nous avons vu avec vous hier des drones à Kisangani. Ok, un gouvernement responsable. Quand vous prenez l'exemple de l'Ukraine, as-tu déjà vu l'Ukraine croiser les mains, organiser des kits de prière pour que l'agression prenne fin? Nous avons entendu, l'Ukraine même, il y a un général russe qui a été tué. Il y a même des pertes en vie humaine en Russie. Ok, nous sommes agressés. Quelle est votre réaction, vous de l'Union sacrée? Vous qui nous dirigez. Combien de fois même une petite balle est tombée à Kigali? Mais on vous voit signer les accords donnant même accès au Rwanda à notre richesse. C'est ça? Mes chers frères, quand on a qu'il parle de développement, que les élections ne sont pas une priorité, mais plutôt le développement. Il peut y avoir un développement, c'est les acteurs à ce développement? Ce développement avec qui? Quel acteur? C'est des tournaires? Ceux qui détournent matin, midi, soir?
ceux qui ont construit à Dubaï, alors je glorifie Dieu avec cette guerre pour que tous les immeubles construits par les régimes à Dubaï soient détruits. Ces gens ici, même si on leur donnait 10 ans, il a parlé des initiatives anticonstitutionnelles. Ok, mais au-delà de 2028, ça sera aussi une initiative anticonstitutionnelle où aucun Congolais ne permettra à Tshisekedi de pouvoir dépasser 2028. Donc, vous avez échoué. Tshisekedi n'est ni à mesure de protéger les Congolais, moins encore de protéger l'intégrité territoriale comme il a prêté serment. Alors, les seuls moyens, c'est de faire quoi? C'est de plier bagage. Tu parles d'agression rwandaise. Moi, je t'ai cité l'Ukraine ici. Tu peux me dire un seul Ukrainien qui est devant cette agression russe en Ukraine? Mais ici, Nanga était le président de la CENI. Kabila, allié à Tshisekedi, avec qui ils ont conspiré contre la République. Mais quand vous dites que, comment vous pouvez comparer l'agression ukrainienne à celle de notre pays? Celle de notre pays est issue du braquage et du complot électoral de 2018. Ah bon? Mais je te jure, non? Parce que... Le Rwanda qui nous agresse depuis 30 ans, non, le fait parce qu'il y a eu un braquage électoral. Écoutez, Kagame est arrivé au pouvoir en 1994, n'est-ce pas? À cette époque, c'était le marshal Mobutu au Congo, comme président de la République. Tu peux me dire, une seule fois, moi je ne te donne pas le Rwanda, je condamne le Rwanda. Tu peux me dire une seule fois, où les Rwandais en personne, comme on voit la Russie entrer en Ukraine, où les Rwandais est entré en République démocratique du Congo. Mobutu au pouvoir. Mes chers frères, mais en fait, pourquoi vous voulez torpiller l'histoire? Pour ici, nous sommes en conflit avec l'histoire. Mais lorsque vous voulez faire accepter aux Congolais que les Banyamans sont des Congolais, là, c'est ça l'histoire. Ne mélangez pas les tout. Non, non, c'est ça la vraie histoire. Parce que ici, veulent nous faire croire que les Banyarwanda sont des Congolais. Ils ont accepté. Jusqu'à ce que leur ministre de la communication reçoive les Banyarwanda aux États-Unis d'Amérique. Voilà les personnes qui torpillent l'histoire, c'est vous. Parce que le Rwanda a toujours utilisé quelques Congolais frustrés, quelques Congolais assommés du pouvoir comme le Tshisekedi. Parce qu'en 1994, c'est l'AFDEL qui a commencé la guerre contre son propre pays. Ce n'était pas le Rwanda en personne qui a envahi la avec le soutien des Rwandais comme d'habitude. Mais c'est ça. Non, écoutez, je vais t'amener, parce que tu m'as posé la question du conflit russo-ukrainien. C'est ça que moi je te dis que les Rwandais n'ont jamais envahi le Congo comme une nation qui agresse une autre nation. Non. Ils utilisent les Congolais assoiffés du pouvoir, comme Moïse Kabila, comme Tshisekedi et consorts. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que nous devons faire comme un État? C'est aussi de notre responsabilité. Lorsqu'on est agressé, on prend des initiatives courageuses. Tshisekedi a promis d'attaquer le Rwanda. A-t-il attaqué? Tshisekedi a promis, il a dit qu'à la moindre escarmouche, qu'a-t-il fait? Et vous voulez assez qu'on laisse Tshisekedi longtemps au pouvoir? Rester Tshisekedi longtemps au pouvoir, c'est pérenniser l'agression. Merci Parce beaucoup. que ce qui se passe entre Kagame, Tshisekedi, Kabila sont tous une seule personne. Ils agissent, ils sont comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. C'est la Trinité. Merci. Il y a une Trinité entre Tshisekedi, Kagame et Kabila. Merci. Alors, nous, on ne veut pas de cette distraction. Merci Comme je vous ai dit, lorsque le pays est agressé, même aujourd'hui, entre l'Ukraine et les États-Unis, on a vu tout le monde dire qu'on doit venir à la table de négociation. Et nous nous sommes dit ceci. Ok, nous sommes agressés. Il y a des Congolais qui périssent matin, midi, soir. Que devons-nous faire? Ok? Appelons d'abord. Moi, je l'ai dit, Kagame, nous le prenons comme un sorcier qui est en train d'ensorceler la famille. Alors, nous devons délivrer les gens de l'interne, délivrer Tshisekedi, délivrer Nanga, délivrer Kabila, afin que les sorciers n'aient plus accès dans notre pays. Merci beaucoup, pendant que je dont nous voulons, je reviens à vous pour conclure. Oui, je suis par là. Pendant que ce dont nous cherchons leur délivrance comme Tshisekedi ne veut pas, qui est complice? Merci beaucoup. Je vous laisse quand même le temps de sécher votre sueur. On fonctionne sous générateur électrique, alors que sur ce plateau, on a un fervent défenseur de la SNEL. Héritier Koto, le débat pour vous sur la priorité entre élection
et reconquête des territoires est prématuré. Mais par contre, il y a un débat qui est en vogue, c'est le dialogue entre acteurs politiques congolais. Le dialogue qui est présenté comme un cadre de concertation où toutes les grandes décisions, où la solution pratiquement à tous les problèmes de la RDC sera trouvée. Quelle chance accordez-vous à ces assises? Merci encore une fois, M. Hervé, pour la parole. C'est votre dernière prise de parole. Au terme de la loi, les partis politiques n'ont pas que la mission de conquérir le pouvoir. Les partis politiques ont aussi la mission de former la conscience nationale, ont aussi la mission de participer à l'éducation civique. Et c'est ce que nous faisons pour expliquer au peuple les enjeux liés à cette guerre. C'est ce que nous faisons pour expliquer au peuple que c'est la République qui est attaquée, c'est la République qui est agressée, ce n'est pas un régime politique. Il est de notre responsabilité. Et je vois que mon co-débatteur ignore complètement cette mission de parti politique. Pour lui, il croit que le parti politique, c'est seulement conquérir le pouvoir. Il ne sait pas comprendre que le parti politique, c'est aussi assurer l'éducation civique. C'est pourquoi il a la difficulté de comprendre la différence qui existait entre la République et le régime, entre l'État et le régime. Bon, même après l'émission, je vais l'entretenir quant à ça. Deuxième chose, il dit, lorsqu'on est agressé, on prend des initiatives courageuses. Je note que l'initiative courageuse qu'il met sur la table depuis un bon bout de temps, c'est ce qu'ils appellent dialogue. Et il est même prêt à aller implorer les ancêtres pour que ce dialogue soit organisé afin que lui, il devienne, je crois, vice-ministre ou ministre. C'est ça, effectivement. Monsieur Hervé, le dialogue, c'est du cosmétique. Le dialogue, c'est superficiel. Le dialogue, c'est conjoncturel. Le dialogue, c'est consacrer la capitulation du Congo. Le dialogue, c'est dédouaner le Rwanda. Je lui pose une question parce que lui réclame à corps et à cri le dialogue. On voit même son président aller partout dans le monde, non pas pour faire des disciples, mais pour avoir du soutien en vue de la tenue du dialogue. Je lui pose cette question, lui qui veut du dialogue. Où se trouve Nkunda Batware? Où se trouve Gilles Mouteboussi? Où se trouve Bosco Ntaganda? Est-ce qu'il peut répondre à ces questions? Monsieur, mais je n'ai cessé de le rappeler. L'Holocauste des Juifs avec Adolf Hitler, c'était 6 millions de morts. Le génocide rwandais, parce que je vois qu'il parle trop du Rwanda en bien sur ces plateaux, c'est quand même curieux qu'un Congolais, d'une de ces noms, un Congolais authentique, puisse parler en bien du Rwanda au moment où ce même pays minuscule nous agresse. C'est quand même curieux. Le génocide rwandais, mais c'est 800 000 morts à peine. Je ne suis pas en train de faire la comptabilité macabre, mais je vais simplement faire comprendre que le Congolais, la tragédie du Congo, c'est plus de 10 millions de morts. C'est pourquoi je lui renvoie à lire l'histoire. C'est pourquoi je lui prodigue des conseils à lire l'ouvrage de Charles Onana pour comprendre les enjeux liés à cette guerre. Les Congolais ne sont pas des sous-hommes. Tous ces compatriotes qui sont morts, qui ont été tués, ce ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ce sont des êtres humains qui méritent la même attention. Alors, que faire maintenant? Ce qu'il faut faire, c'est de se lever, c'est de se battre pour reconquérir notre espace. Vous savez, la balkanisation, c'est depuis 1960 que Patrice Lumumba en parle. C'est en 60 qu'il en parlait. Eh bien, nous y sommes. Et pendant que nous sommes agressés, pendant que nous sommes menacés, nous sommes attaqués, vous avez des compatriotes qui se comportent en réalité comme c'était en Espagne à l'époque, les éléments de la 5e colonne. Ces éléments de l'intérieur qui fragilisent même leur propre pays pour le besoin de l'étranger. Ces éléments de l'intérieur qui sont à la solde de l'ennemi pour fragiliser la République. Eh bien, nous leur disons, au Rwanda et à ses proxys, au Rwanda et à ses soutiens intérieurs, que le pays de Simon Kimbangu, le pays de Patrice Emery Lumumba, le pays du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays de Joseph Kasavubu ne va pas leur accorder cette chance, ne va pas leur laisser faire, de détruire les acquis, de détruire la République. Vous savez, si vous lisez la Charte de l'Union africaine et tous les autres instruments internationaux, ils consacrent ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Nous devons y veiller. On n'a pas besoin des initiatives de distraction. Le dialogue, c'est
l'ouverture de la voie de la capitulation. Le dialogue vient dédouaner le Rwanda. Le dialogue vient dire aux Congolais, Papa Paul Kagame est bon, il n'a rien à voir avec ce qui se passe au Congo, c'est nous-mêmes les Congolais, venez, on va discuter, on va trouver une solution. Le dialogue est conjoncturel, le dialogue est un leurre, le dialogue est un cul de sac. Rien du tout n'en sortira. Mobilisons le peuple pour défendre la République qui est menacée, et c'est tout. Pourtant, le président qui est votre haute autorité de référence de l'Union sacrée a donné son aval. Pour même la communauté internationale il est prend pour témoin. Maintenant, la question que je pose. Où est ce dialogue? Et ça arrive. Il est où ce dialogue? Ça arrive. Et puis, il faut même le suivre. Suivez-les dans ses prises de parole. Il dit, l'Ukraine a été attaquée, on n'a jamais vu de veillée de prière pour mettre fin à cette agression. Mais les confessions religieuses qu'il soutient, la Senko et les CC, dans les feuilles de route, il propose notamment l'organisation des jeûnes de prière. Lui, ça veut dire qu'il n'a jamais lu la feuille de route des confessions religieuses. Lui, il n'a jamais lu. Pas une seule fois. Il n'a jamais lu. Il est proche des Jibaïman, bien. Il n'a jamais lu. Il n'a jamais lu. Lui qui est proche des Jibaïman. Et j'ai même appris. C'est son pasteur. Et j'ai même appris qu'il est pasteur. Il serait. Pasteur. Oui, je le suis. J'ai même Non, pas appris il est. qu'il serait pasteur. Je le suis. Il est pasteur. S'il vous plaît, il ne faut pas venir défendre la République avec ses idées, on va dire, pastorales ou religieuses. S'il vous plaît. Merci. La République ne se gère pas de cette manière-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, on termine l'émission avec vous. 5 minutes, pas plus. Vous avez tendance à abuser du temps d'antenne. 5 minutes. Merci beaucoup, cher frère. La question d'abord. Allez-y. Le président de la République, pour certains, n'a plus de mandat, mais il a plutôt une mission. Cette mission ne prendra fin que lorsque nous allons récupérer tous nos territoires. Il y a d'autres qui vont même plus loin jusqu'à dire que sa mission prendra fin le jour où Kagame quitte aussi les pouvoirs chez lui au Rwanda. Qu'en dites-vous? Merci beaucoup. Bon, 5 minutes. Top chrono. les héritiers et consorts prennent Kagame pour leur modèle. Quand je l'ai dit tantôt ici que Kabila, Kagame, Tshisekedi, c'est la Trinité. Tu as compris maintenant? Parce qu'ils prennent Kagame pour leur modèle. Quand il dit que non, Tshisekedi doit quitter au pouvoir, le jour où Kagame va quitter, c'est leur modèle. Mais pour nous, on sait que notre modèle, c'est la Constitution. Qui donne à Tshisekedi un mandat une fois renouvelable. Donc en 2028, il n'a qu'à plier bagage et de partir. Ok, vous savez, Kinke Moulumba avait dit ici à Kabila, non? Mais avant que Kabila ne soit Tonda, Kinke était déjà parti. Vous comprenez? Tous ces gens-là sont comme des pierres dans la Bible. Pierre quand même s'est repenti. Pierre avait dit à Jésus, je serai avec toi partout. Mais il nous suffisait pour que Pierre puisse renier Jésus. Les Mende et consorts disaient à l'époque, le ciel ne tombera pas sur les Congolais. Mais finalement, le ciel ne fait pas encore tomber, mais Mende s'est retrouvé de l'autre côté de la rive. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme nous dit le prophète Salomon. J'entends, non, quand j'ai parlé des initiatives courageuses, c'est-à-dire, je demandais à ton pouvoir que tu soutiens. Comme nous sommes agressés, quelles sont les initiatives courageuses pour mettre fin à l'agression? Mais non, frère, non, n'écrivez plus parce que tu n'auras plus la parole. Non, frère, ici. Non, il n'aura plus la parole, on ne sert à rien d'écrire. À moins que tu vas aller lire à la maison. Donc, non, frère, ici. Je vais demander une mesure de clémence. Non. Je vais demander une mesure de clémence. Il veut donner l'émission. Allez-y. Je vais demander une mesure de clémence pour te recadrer. Il refuse, 2 minutes. Il refuse le dialogue. Mais ils n'ont jamais dit aux Congolais, ok, il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce que vous nous proposez comme recette pour mettre fin à cette guerre? Si, on a déjà proposé. Vous comprenez? C'est quoi la proposition? Il faut faire la guerre. Ah, mais votre chef... mobiliser le peuple. Non, vous voyez que non? C'est ça. Je comprends maintenant que il faut faire la guerre. Non, vous êtes maintenant en conflit avec Tshisekedi. Tshisekedi lui-même a refusé la guerre. Il est incapable de faire la guerre. Faux, mais... sur toute la ligne. Ah Que font les FARDC en ce moment? Est-ce que tu sais non, que la localité de Musengue a été reprise? Tu peux me citer une seule localité rwandaise prise par l'armée congolaise? Est-ce que tu sais que... Tu peux me dire, s'il te plaît, tu peux me citer une seule infrastructure au Rwanda détruite par l'armée congolaise? Parce qu'aujourd'hui, l'Iran est agressé. On voit partout comment il est en train de bombarder. Donc, vous, votre agression, donc la guerre, ce n'est pas sur le sol congolais. Vous récupérez le territoire congolais et vous vous réjouissez. Mais ça c'est la folie. Vous êtes incapable de prendre même une avenue. Mais vous dites que vous êtes prêt de faire la guerre. Chers frères, je vous dis, Martin Fayulu et le père Koubangila n'a jamais été d'accord avec Kagame, moi d'accord avec Kabila. C'est vous, ses alliés. Tu as parlé des génocides rwandais. Mais mon frère,
N'est-ce pas Tshisekedi est allé s'incliner devant ces fameux génocides? Et Kamere a donné 20 autres de bœufs. Tu ne sais pas? C'était moi? C'était Hervé? C'était Fayoulou? As-tu vu Kagame venir s'incliner devant les ressources congolais? Donc c'est ton pouvoir qui a accepté et officialisé ces fameux génocides. Ce n'est pas nous. Merci beaucoup. Bosco Tanganda, merci. Frère, c'est vous qui avez donné des fausses identités à ces gens-là. C'est vous qui avez dit que les Banyarwanda sont des Congolais. C'est pourquoi aujourd'hui, ils prennent ces identités, les brandissent partout pour dire qu'ils sont des Congolais. On a terminé l'émission. Oui, je suis par là. La communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, tous sont d'accord pour un dialogue inclusif. Donc, je vous dis clairement, et vous, et ceux qui pensent qu'il doit y avoir une émission, oui, l'amitié de Tshisekedi était de 10 ans. Que non, après 10 ans, il devait faire ce qu'il pouvait faire. Fort malheureusement, sa mission, Jésus avait une mission de 3 ans. Il a accompli beaucoup de choses. Tshisekedi 10 ans, 3 fois que Jésus, il n'est capable même de construire une route chez toi, à Lodja. Mais si tu viens le vénérer. Mais ça mon cher, moi j'apprécie ton intelligence. Merci beaucoup. Mais au-delà de ton intelligence, tu dois ajouter le patriotisme pour quitter Tshisekedi. Il est patriote. Merci beaucoup. Allez, on a terminé cette émission. Mais une mesure de il a parlé plus que moi. Non, s'il vous plaît. Si tu donnes des minutes à l'invité, tu me donneras autant. Je n'ai pas conclu. Ne me faites pas crier. Non, je ne suis pas totalement informé. Depuis que tu es là, tu ne fais que me faire crier. Je n'ai pas conclu, s'il vous plaît. Non, s'il a une minute, j'en aurai aussi autant. C'est clair. Alors on va faire ceci. Je vais accorder 1 minute à chacun. Ok. Mais respectez ces timings. Voilà. Oui, lui il a souvent tendance à vous déranger. Je commence par vous, 1 minute. Concluez. Non, c'est lui qui va commencer. Non, je commence par vous. Il a écrit. Non, soit vous concluez, soit je vous donne plus 1 minute. Anoudé. Oui, il y a 1 minute pour vous. Je commence par vous. Okay. Concluez, 1 minute. Merci beaucoup. Je le disais tantôt. Chers frères, 1 minute. Nous aimons le Congo et nous voulons assez que, après Tshisekedi, le Congo demeure et continue à exister. Très bien. Alors, nous nous sommes dit ceci. Tshisekedi a traité de notre armée une armée de clochards. Tshisekedi a dit notre armée est une armée infiltrée. Alors, avec une armée infiltrée, l'on ne peut pas gagner la guerre, ou soit l'agression. Avec une armée de clochards, on ne le fera pas autant. D'où, on s'est dit ceci. Même dans la... On dit ceci, hein. Il y a une chose qui dit, pour mieux sauter, il faut faire quoi? Il faut reculer. On s'est dit, ok, comme ils ont toujours fait le repli stratégique avec l'armée, maintenant on fait des replis stratégiques avec la politique. Merci. Tout le monde est d'accord avec le dialogue. Venez, dialoguons. En ce moment-là, lorsque les territoires occupés seront maintenant repris par le gouvernement congolais, et nous allons mettre en place une armée dissuasive et républicaine, capable de protéger nos frontières. Merci beaucoup. Parce que l'on ne peut pas demeurer pendant qu'on n'est pas capable de pouvoir gagner cette guerre. Donc, le dialogue reste la seule voie pour mettre fin à l'agression pendant que nous avons une armée de clochards et infiltrés. Merci beaucoup. Je dois d'abord lire cette information. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les cités et villages de Mikenge, Kakenge, Kisirita, Bilalombila et Bidegou 1 dans le sud Kivu. Allez, 1 minute. Mais pendant que vous êtes en train de lire une information importante pour la République, il est en train de bouder. Ça veut dire qu'il n'est pas content du succès de FARDC. Il n'est pas content du succès de FARDC. J'aime les FARDC. Et je suis les FARDC. Je vous ai demandé de ne pas le déranger. Voyez le déficit de patriotisme dont je parlais tout à l'heure. Bravo aux FARDC. Qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion de son discours? Rien. Diatribe, attaque ad hominem. Il cite le nom de personnes. Aucun contenu. Pas de débat continu. Donnez votre conclusion. Je ne vous ai pas demandé Et puis, quand il dit la solution c'est le dialogue, je dis faux sur toute la ligne. La solution c'est la guerre, la solution c'est la mobilisation du peuple, la solution c'est la vigilance, tous azimuts. Autre chose. Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il était en conflit, concomitamment, il était en conflit avec la Constitution, avec l'histoire. Mais maintenant, je découvre qu'il est en conflit avec la sociologie. Il m'attribue le territoire de Lodja. Moi, je ne suis pas originaire de Lodja. Je suis plutôt originaire de Dekese, dans le territoire, dans la province du Kassai. Il n'y a même pas un mètre de maintenant, il dit,
que je suis délogé. Vous voyez comment il est en conflit À avec Décaissé, il n'y a même pas un mètre de route asphaltée, tu le sais. Qu'est-ce que les Congolais Merci doivent beaucoup. retenir de M. le père Koubangila? À Décaissé, C'est un il n'y a même compatriote. pas un mètre de route asphaltée. C'est un compatriote qui est en conflit avec l'histoire, avec la géographie, avec la constitution et même avec la sociologie. Merci beaucoup, héritier Ekoto. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Front Anti-Dialogue. Et du Parti politique Congo Positif. Bientôt, nous organisons des séminaires de formation idéologique et aussi sur le patriotisme. J'invite officiellement le père Koubangila à venir se joindre à nous pour apprendre Merci parce beaucoup. qu'il ne comprend pas le Merci. distinguo entre la République et le Merci régime. beaucoup. Grand Rejoindre merci à vous les également. impostants éternels. Grand merci à vous également, le père Koubangila. Je rappelle que vous êtes allié de Martin Fayoulou, président du parti politique Dynamique pour un Congo fort. Grand merci à vous. Mesdames et messieurs, pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Merci à Florine Randou, merci à Clovis KMB. Je vous retrouve demain mardi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.